Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ancien conseiller en charge du bureau d'appui et de suivi de la présidence de la République, il a été nommé pour apporter un nouveau souffle au secteur minier. 11 mois après, a-t-il réussi à offrir une perspective heureuse à un domaine supposé capable d'accélérer le moteur de la croissance économique en Guinée? Sur ce plateau de Guinée Actu itinéraire économique, nous recevons le ministre des Mines et de la Géologie. Abdoulaye Magasouba est notre invité. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Très heureux de vous recevoir. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Une fois encore, Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Monsieur le ministre, il faut le rappeler que vous faites partie de ces compétences jeunes dont les pieds ont été mis à l'étrier à la faveur de ce gouvernement, de la composition donc, de ce gouvernement de mission, donc d'action. Dans la vision du chef de l'État, c'est vraiment pour moderniser la Guinée. Vous continuez à incarner cette vision? La vision du président, c'est de moderniser la Guinée avec toutes les compétences, toutes les intelligences du pays. Je ne considère pas que la jeunesse en soi est un atout. Je pense qu'il choisit ses hommes sur la base de tous les critères qui permettent de disposer des équipes qui permettent le lancement, l'accélération du développement du pays. Donc on peut être jeune à 80 ans. Hein? Ce qui n'est pas votre cas. Monsieur le ministre, je rappelle aussi que vous êtes un expert en matière de grands projets d'investissement. Et à la faveur de votre prise de fonction, vous aviez comme l'une des priorités de vos actions, c'était d'abord de faire en sorte d'optimiser l'impact économique des projets miniers en cours, mais aussi de favoriser d'autres investissements. Aujourd'hui, où nous en sommes? Ce que nous avons fait dès notre prise de fonction, c'est de bâtir sur les fondations qui ont été mise en place depuis 2010, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des réformes très importantes dans le secteur minier qui ont été engagées depuis 2010. Il y a eu la révision du code minier, il y a eu la revue des conventions et titres miniers qui a été engagée. Il y a eu aussi le processus de modernisation du cadastre qui a été engagé. Donc ce que nous avons fait, c'est d'accélérer ce processus de réforme-là. Donc nous avons à date finalisé la modernisation du cadastre. Il y a un nouveau cadastre qui est en place, qui sera disponible en ligne pour tous les investisseurs, où qu'ils soient dans le monde, dans les prochaines semaines ou tout prochain mois. Nous avons aussi opérationnalisé le guichet unique qui est très important pour le président de la République dans le cadre de la facilitation de l'accès des sociétés minières aux titres et autorisations. Plus tard, nous reviendrons sur ces efforts de réforme, mais en partie, la partie économique, la partie impact, optimiser l'impact, où nous en sommes aujourd'hui. Oui, en réalité, il faut une base solide pour créer un environnement propice à l'investissement. Donc ce travail qui a été engagé depuis 2006, que nous avons poursuivi, a permis aujourd'hui, pour être très précis par exemple, dans le secteur de la bauxite, d'engranger plus de 2 milliards de dollars d'investissement sur des projets qui ont déjà commencé à se réaliser sur le terrain. Donc ces réformes-là ont permis d'attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur minier. Nous avons hier justement discuté de la convention de Managem. Ça, c'est de nouveaux investisseurs qui viennent dans le secteur minier et qui font confiance à la Guinée. Non seulement à cause des réformes qui ont été engagées, mais à cause de l'offensive qui a été aussi réalisée par le gouvernement envers les investisseurs de tous bords, crédibles et disposant de capacités pour pouvoir accélérer le développement du secteur. Donc le secteur de la bauxite se porte relativement bien en comparaison avec la situation actuelle du marché mondial, du marché minier mondial. Donc cela la Guinée représente aussi aujourd'hui une exception dans le monde dans ce cadre-là. Et nous sommes en passe de pouvoir passer d'un pays à grand potentiel
à un acteur clé du secteur bauxitique mondial. Oui, dans le concret, par rapport à votre pari, est-ce que vous avez réussi ainsi à optimiser l'impact économique de ces projets sur le pays? C'est un processus. On ne peut jamais se plaire dans une situation où on a eu plus de 2 milliards d'investissements et il y a des projets qui se réalisent. Et nous sommes dans une phase d'accélération du développement dans le secteur minier. Le plus important, c'est que nous maintenions le cap. Nous avons signé des accords, que nous continuons à travailler pour nous assurer que ces accords sont respectés à la lettre par toutes les parties prenantes et que nous dotions de toutes les capacités qui nous permettent de nous assurer que les bénéfices de ces projets vont aux populations à la base. C'est tout un processus et ça prend du temps. Nous avons de bons débuts, mais il faut continuer le travail. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation aujourd'hui et dire qu'il y a une réussite. Oui, mais monsieur le ministre, est-ce qu'en 11 mois, on peut dire que ces investissements-là, le démarrage de nouveaux projets ou bien la relance d'autres ont impacté le PIB? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu une augmentation. Vous avez remarqué, le fait le plus parlant, c'est que le FMI avait prévu 4 et quelques % de croissance avant que cette dynamique-là ne soit engagée. Et maintenant, la croissance a été revue à 5 et quelques % et maintenant nous sommes en train de parler de 6%. Et je ne serais pas surpris que l'année prochaine, que ce soit encore revu à la hausse. Ça, c'est la preuve indépendante que les choses s'améliorent dans le pays, que les choses s'améliorent dans le secteur minier. Mais j'insiste sur le fait que nous devons continuer et même accentuer les efforts pour nous assurer que le secteur minier tienne toutes ses promesses pour les populations à la base. Cela veut dire créer plus de recherche, créer beaucoup plus d'emplois. Est-ce que c'est une réalité avec ces nouveaux projets? Il y a plus de 10 000 emplois qui seront créés dans cette zone. Qui seront créés encore? Qui ont commencé à être créés. Il y a des contrats qui ont été signés, les embauches ont déjà commencé. Mais dans les 2-3 prochaines années, en tout et pour tout, nous prévoyons plus de 10 000 emplois qui seront créés dans cette zone. Nous prévoyons une augmentation substantielle des revenus pour l'État. Cette augmentation va permettre à l'État de pouvoir investir plus dans l'agriculture, dans les infrastructures et, disons, d'une manière générale, dans les autres secteurs de l'économie. Parce que n'oubliez pas une chose, la vision première du président de la République, c'est de faire du secteur minier un levier de transformation de l'économie. Donc, ces ressources qui sont épuisables doivent nous permettre, pendant les années d'exploitation, de pouvoir investir mieux dans les autres secteurs de l'économie pour renforcer la diversification économique et asseoir une base solide pour le développement de la Guinée. Vous êtes dans une démarche de relance de l'économie qui a été un peu mise à lambeau par Ebola et d'autres facteurs. Au niveau des mines, il y a eu le départ ou bien la fermeture de certains projets miniers, donc beaucoup de fermetures d'emplois. Aujourd'hui, est-ce que ces emplois-là, ce vide-là a été comblé par les nouveaux projets? Ce vide-là sera comblé par les nouveaux projets, avec certitude, parce que nous sommes en train de parler de plus de 10 000 emplois. Et si je prends le projet Simfer, par exemple, c'était 1 millier d'emplois qui étaient actifs dans ce projet-là. Donc ce vide-là sera comblé par ce projet, mais l'objectif n'est pas de faire du rattrapage. L'objectif, c'est de pouvoir accélérer au-delà de là où nous en étions. Parce que, si nous sommes au moins arrivés au niveau avant de la relance, il faut... Nous irons au-delà de la situation qui existait parce que, comme le gouvernement le dit, une croissance à 2 chiffres est nécessaire pour nous de façon soutenue pour que nous puissions sortir de la pauvreté. En tout cas, aujourd'hui, il y a une ville qui peut bien se frotter les mains, c'est la ville de Oboké. Pour la première fois de son histoire, la ville est confortée dans son statut de capitale de la bauxite, peut-être un jour capitale mondiale de la production de bauxite, avec la rentrée en action de nouvelles sociétés, mais aussi les anciennes ont eu des projets d'extension. Je vous invite, monsieur le ministre, à suivre avec nous ce reportage réalisé par Thierno Ousmane Diallo. Avec la plus grande réserve de bauxite au monde, approximativement 40 milliards de tonnes, avec plus de 40% de teneur en alumine, et le plus important gisement de fer encore inexploité,
la Guinée est qualifiée de scandale géologique. Les réformes entreprises dans le secteur minier ont abouti à l'installation de certaines sociétés minières, dont la SMB, la société minière de Boké, dernière née dans le secteur. Formée d'un consortium de 3 sociétés, Eutiao, Winning et International UMS, la SMB compte cette année atteindre une capacité de production de 15 millions de tonnes, un objectif pour lequel il faut plus de financement. L'investissement de la SMB aujourd'hui est en train de croître par rapport aux prévisions. Au départ du projet, nous voulions faire un investissement très modeste, peut-être de l'ordre de 100-150 millions de dollars. Puis ensuite, la construction du port, du premier port de Katogouma, il y avait des contraintes plus particulières en matière environnementale, etc. Il y avait des choses un peu plus complexes à faire. En conséquence, l'investissement a été porté à 250 millions. La construction maintenant du port en face, puisque sur la deuxième rive, va également nécessiter à peu près 250 millions. Et l'augmentation des capacités logistiques globales va encore nécessiter encore 200-250 millions. Donc en fait, notre investissement à date est en train de croître jusqu'à arriver à un niveau de 750 millions de dollars. L'intensification des investissements dans l'exploitation de la bauxite va accorder à la Guinée la place de numéro 1 mondial dans l'exportation de ce minerai. Une place qui lui est naturellement dévolue de l'avis de nombreux analystes au regard du potentiel énorme dont elle dispose. À Boké toujours, une nouvelle mine est en construction, celle de Guinea Alumina Corporation, filiale du groupe Emirates Global Aluminium. Le début de l'exportation interviendra ici en 2018. Le projet de développement de la mine de Gak est estimé à créer environ 4000 emplois directs et indirects dans la région de Boké. La production augmentera le PIB de la Guinée de plus de 10% par an. Nous avons également des plans d'investissement additionnels en Guinée qui comprennent le développement d'une raffinerie d'alumine suite à cette première phase d'exportation. Le développement du secteur minier en Guinée passe aussi par la relance de l'usine d'alumine de Frigia après 4 ans d'arrêt. Une priorité pour le président de la République, professeur Alpha Condé. À Moscou, la question était au cœur de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Une grande avancée dans ce dossier, dont dépend toute une ville avec Roussal, est enregistrée. Le retour des expatriés russes à l'usine de Fria est prévu pour le 10 janvier 2017. En ce moment, on va commencer les travaux, disons, de rénovation de l'usine. Il dit quand cela sera réalisé, l'usine va travailler comme elle a travaillé avant l'arrêt de 2012. Et que la compagnie Roussal ne s'arrête pas seulement à cela. Mais après cette relance, la compagnie Roussal va mettre en place un programme d'extension. La valorisation du potentiel minier guinéen est un des points majeurs du programme présidentiel de développement. Des milliers d'emplois directs et indirects sont en jeu avec Alufer, Guinea Alumina Corporation, la Société des bauxites de Guinée, le projet Diandian, la Compagnie des bauxites de Guinée, la SMB et la Compagnie des bauxites de Kindia. Notre politique minière est basée sur un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est gagnant-gagnant. Nous estimons que les sociétés minières qui viennent travailler chez nous ne sont pas l'armée de salut. Ils doivent donc tirer les avantages de leurs investissements. Mais ces investissements doivent servir à la Guinée, non seulement à son développement économique et financier, mais aussi servir aux populations locales. Mais aussi, notre exigence, c'est de former nos cadres pour que demain, les cadres guinéens soient en mesure de diriger nos mines. L'autre objectif aussi, Dieu nous a dotés de beaucoup de possibilités de barrages. Il est important pour nous donc de faire ces barrages pour que demain, nous ne soyons pas seulement des exploitateurs de bauxite, mais que nous puissions transformer la bauxite en alumine et pourquoi pas en aluminium, ce qui donnera plus de plus-value à la Guinée. Fer de lance de l'économie guinéenne depuis de longues décennies, les mines ont encore beaucoup à donner à la Guinée. Malgré une conjoncture économique mondiale moins reluisante, les multiples investissements annoncés dans le secteur laissent entrevoir un motif d'espoir.
Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, est-ce qu'à votre niveau aussi, vous parlez d'embellie avec assurance? Nous parlons surtout d'espoir et de défi. Je pense que nous allons laisser les observateurs juger de ce qui se passe. Nous, ce qui nous importe, c'est de continuer à travailler, redoubler d'ardeur au travail pour que tous les projets actuels puissent aller à leur terme dans les meilleures conditions possibles et que nous continuions à attirer de nouveaux investisseurs dans le secteur. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous laisserons les bénéficiaires, l'opinion juger du reste. Et ça, c'est les observateurs. Parmi les observateurs, nous avons nos confrères des médias privés aussi publics qui sont avec nous, ils sont représentés sur ce plateau. Ils ont des questions pour vous, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on a vu le reportage qui parle de Frigia. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, comme le représentant de Rusal, est-ce que vous aussi, vous pouvez rassurer aujourd'hui que, effectivement, les activités, de toute façon, que les expatriés, comme il a dit, viennent au mois de janvier et que dès après cela, on va commencer à travailler. Est-ce que le calendrier tient encore? Tous les engagements, déjà, la réponse est oui, le calendrier tient encore. Et tous les engagements qui ont été pris par les partenaires de Rusal ont été respectés à date. Ils avaient promis de réaliser l'audit de l'usine avant la fin de l'année. Ils ont déjà terminé cet audit-là. Maintenant, la prochaine étape, bien sûr, comme le représentant de Rusal vient de le dire, c'est la mobilisation des équipes pour engager la réhabilitation problématique à partir de janvier. Donc, à date, rien ne nous permet de douter de la fermeté et de la certitude de réalisation des engagements que Rusal a eu à prendre. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui existe dans l'audit? Est-ce qu'ils vous ont révélé les conclusions de l'audit? Oui, ils nous ont bien sûr présenté les conclusions de l'audit, mais pour des raisons évidentes, je ne peux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais ils vont commencer effectivement les travaux de réhabilitation à partir du début de l'année. C'est vrai qu'il y a de nouveaux investissements dans le cercle du littoral. Mais le cas de Frigia est particulier, c'est vraiment un symbole d'une rupture, d'une ancienne façon de faire les choses. Et la reprise aussi va signifier beaucoup de choses. Est-ce que le nouveau Frigia va refléter l'idéal de transparence, l'idéal de gestion des questions minières que le chef de l'État, que vous êtes en train de véhiculer? Cet idéal, la réalisation de cet idéal-là, nous nous y attelons au quotidien, avec toutes les compagnies minières. Là, dès la signature de cet accord-là avec Rusal, nous avons mis en place une équipe de suivi et nous avons une réunion hebdomadaire de suivi avec Rusal. C'est pour que la signature des accords ne suffise pas pour qu'on nous dormions sur nos lauriers, que nous suivions tous les projets. Et c'est ce que nous faisons aussi dans le respect de toute la réglementation. Et c'est dans ce rôle-là que nous réaliserons cette vision, cette ambition du président de la République d'amélioration permanente de la gouvernance dans le secteur minier. Ce que je peux vous dire aussi, grâce aux réformes qui ont été engagées depuis 2010, la Guinée a été choisie il y a quelque temps, il y a une année ou deux, pour co-présider le dialogue de l'OCDE, des pays industrialisés, sur l'industrie minière. Tout cela, c'est la preuve de reconnaissance et au niveau international aussi des réformes engagées ici en Guinée par le président de la République. Mais au-delà de ça, nous nous attelons en effet à ce que les projets puissent arriver à leur terme, qu'on améliore, qu'on maximise autant que possible le contenu local pour que les bénéfices au niveau des populations locales se réalisent effectivement. Alors moi, bonjour Excellence, moi ce que je voudrais demander c'est que on voit beaucoup de sociétés minières arriver et à part Frigia, peut-être GAC aussi, Guinea Alumina Corporation, peu de sociétés pensent vraiment à transformer par exemple la bauxite sur place. Aujourd'hui, il y a un nouveau concept, on dit qu'on transforme la bauxite en alumine là où la bauxite est produite et en aluminium là où il y a le courant. Aujourd'hui, à part
GAC, à part Friga, qu'est-ce qui est fait pour amener ces sociétés minières-là à faire au moins la première transformation sur place, ce qui permettra à la Guinée encore de bénéficier beaucoup plus de ces richesses minières? L'objectif de la Guinée, comme le président vient de réaffirmer dans votre reportage, c'est que nous passions à la transformation. Maintenant, la transformation nécessite de disposer de suffisamment d'énergie pour y arriver. Nous travaillons avec tous les partenaires. Nous avons le cas de Rusal, nous avons l'engagement de GAC, nous en aurons aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça, c'est un processus continu dans lequel nous encourageons les partenaires à transformer sur place. Mais vous leur laissez l'initiative ou bien avec le nouveau code, on doit leur imposer... La question est, il ne sert à rien d'imposer quand nous-mêmes nous n'avons pas encore réuni toutes les conditions. Pendant que nous les encourageons, nous continuons à nous battre pour réunir toutes les conditions pour que la transformation puisse se réaliser sur place, notamment pour ce qui concerne l'énergie. Maintenant, il ne faut pas voir le transport, l'exportation de la bauxite brute comme un élément négatif dans le processus de développement. Parce que la vérité est que jusqu'en 2014, nous représentions à peine 7% du marché mondial de la bauxite, de la production mondiale de la bauxite, alors qu'on avait la majorité des réserves. D'autres pays qui exportaient, qui occupent les premiers rangs, ont nettement moins de réserves que nous et sont nettement plus développés que nous. Est-ce que nous devons attendre que nous ayons toutes les conditions, notamment les conditions énergétiques et tout, pour commencer à profiter des bénéfices de nos richesses minières? Non, je pense. Je pense que dès maintenant, et c'est ce que le président a mis en priorité, c'est que nous occupions la place qui nous est due dans le marché mondial de la bauxite, dans le marché minier mondial. Et que parallèlement à cela, nous continuons à travailler avec tous les partenaires pour passer progressivement à la transformation sur place. Monsieur le ministre, vous venez de dire que c'est une place de 7%, vous avez dit. Est-ce que maintenant, là, vous avez une idée de ce que l'on a comme place à ce niveau? Nous sommes déjà à plus de 10%. À plus de 10%. Et dans un horizon de 2-3 ans, nous serons au minimum à un quart. Et là, vous comptez sur quoi? Parce qu'il y a des projets dormants, Tougué par exemple, il y a d'autres aussi. Tabola. Oui, Tougué et Tabola, ça c'est connu. Vous comptez, vous ajoutez, et puis à Kobac, vous comptez sur ces projets-là ou pas? Déjà, je précise que SBDT, le projet Société de bauxite Tougué et Tabola, n'est pas un projet dormant à ce stade-là. Comme vous l'avez certainement suivi, nous avons effectué un voyage en Iran pour pouvoir discuter avec les partenaires pour la relance de ce projet. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai fait demander un point sur l'étude de faisabilité qui devait être terminée en novembre. Ils ont fini l'étude de faisabilité en novembre. Donc nous sommes en train de travailler pour la revue de cette étude de faisabilité pour que nous nous retrouvions avec les partenaires pour discuter des conditions de financement. Donc à ce stade, le travail continue aussi sur ce projet. Mais si vous prenez tous les projets qui sont en vue, je ne veux pas rentrer dans tous les chiffres détaillés à ce stade-là, mais à l'horizon 2020, nous serons probablement, sinon certainement pas à moins de 60 millions de tonnes d'exportation. Et les objectifs visés, nous pourrons les dévoiler au fil des mois, au fil des années, en fonction de la consolidation des différents projets. Oui. Les projets consolidés aujourd'hui, nous ne serons pas à moins de 60 millions de tonnes d'ici quelques années, comparé à peine à moins de 20 millions de tonnes en 2014. Souvenez-vous que quand la SMB a commencé, nous avions fait 15 ans sans nouveaux projets dans la bauxite. Et entre-temps, nous sommes en train de parler de 3, 4, 5 nouveaux projets. Donc cela veut dire que la dynamique a changé en faveur de la Guinée, malgré la morosité sur le marché minier international. Monsieur le ministre, comme vous venez de le dire, on a comme l'impression que tout vous réussit. C'est par exemple le cas de Rio Tinto. Nos négociations avec Rio Tinto, c'est comme un conte de fées. Hein.
vous revenez vous réussissez un peu à sortir, en tout cas c'est que Rio passe la main à Chenalco. Rio accepte le deal, accepte même d'être payé quand la production commence, je crois, et avec moins 25% et tout cela. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce que nous avons donné pour que Rio accepte tout cela? C'est ce qu'on ne dit pas souvent. Je peux, déjà pour la première partie de votre intervention, il est important de signaler que la réforme dans un secteur aussi complexe que le secteur minier prend du temps. Et donc, les fruits que nous sommes en train de récolter aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux réformes qui ont été engagées depuis 2010. La Guinée est revenue sur la scène internationale, la scène minière internationale. La Guinée s'est réhabilitée, en tout cas dans le secteur minier, grâce à toutes les réformes qui ont été engagées, que vous avez suivies. Nous avons poursuivi et accéléré ces réformes-là sous l'orientation du président, qui a donné un mandat très clair au gouvernement dès janvier 2016. Maintenant, pour ce qui concerne les discussions avec le transfert de Rio Tinto à Chinalco, il n'y a rien de caché, c'est très clair. Tout ce qui a été concédé est dans l'accord. Et ce que nous avons accepté, c'est le principe du paiement. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous l'acceptons, c'était déjà dans l'accord qui était signé entre les partenaires de Simfer. Mais il était prévu que la totalité soit payée et que ça soit immédiatement payé lorsque si le financement n'était pas mis en place. Ce que nous avons fait, nous avons demandé aux partenaires de revoir leurs prétentions à la baisse. La Guinée n'a rien donné contre ça. Tout ce que nous avons fait, ne donnera rien, absolument rien contre ça. Donc ce qui a été demandé, c'est qu'ils revoient leurs prétentions à la baisse et qu'ils ne demandent pas un paiement immédiat, parce que nous avons dit que, compte tenu du contexte, je ne vais pas rentrer dans les détails, compte tenu du contexte, nous étions en droit de demander qu'ils renoncent à certaines choses maintenant. Donc ils ont renoncé au paiement immédiat, donc les paiements n'interviendront que quand le projet entrerait en production. Il y a la décote de 25%, et on leur a fait accepter aussi qu'il n'y ait pas d'intérêt sur la période qui va courir entre maintenant et le début du paiement lorsque le projet entrerait en production. C'est ce qui est justement extraordinaire, c'est qu'au lieu que vous ne payiez les intérêts, c'est eux-mêmes qui acceptent de perdre encore, avec les 25% de moins. Oui, mais je peux vous dire que la pression, l'engagement à tous les niveaux, la détermination au niveau du président de la République de faire avancer le projet, et la qualité des équipes que nous avons mises en place, toutes les conditions étaient réunies pour que nous réussissions dans ce processus. Et dès le début, et au niveau du Premier ministre même et au niveau du président, consigne, instruction a été donnée à toutes les équipes que nous menions ce processus-là sans tambour battant. Que nous assurions que nous arriverions au résultat que nous cherchons sans pour autant crier sur tous les toits. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir, c'est le futur. Le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons en face un partenaire qui a les capacités techniques, qui a les capacités financières et qui représente le marché pour ce projet. Donc, ça crée les conditions de base pour la relance du projet. Si beaucoup de gens estimaient, il y a à peine quelques mois, que ce projet était mort, si je puis me permettre, aujourd'hui, l'espoir est permis. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Les mois qui sont devant nous seront de très longs mois pour que nous arrivions à la relance physique effective du projet sur le terrain. On va parler de l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sont les garanties que le gouvernement guinéen a avec Chinalco sur un démarrage effectif du projet? Est-ce que vous avez déjà un calendrier précis ou un calendrier approximatif? Parce qu'on sait que Rio Tinto est resté avec ce projet pendant des années, ils n'ont jamais pu le démarrer. Quelles sont aujourd'hui les garanties que vous avez en tant que gouvernement, en tant que responsable du secteur minier pour le démarrage de ce projet
que les Guinéens attendent tant. Juste ajouter que le partenaire Chenalco, on sait, vous l'avez dit, a une capacité financière, mais n'est pas tellement connu par rapport à l'expertise technique de Rio Tinto, de BHP Billiton ou bien de Vale. Ce qu'il faut savoir, pour commencer par ce dernier point, la Chine a, au fil de ces dernières décennies, accumulé suffisamment d'expertise dans tous les domaines, y compris dans ce domaine-là. Donc, il ne s'agit pas que de Chinalco en plus. Il s'agit d'un consortium chinois dans lequel se trouve Bao Steel en particulier. Donc, il y a suffisamment de capacités avec les Chinois pour pouvoir développer ce projet, au-delà même des questions financières et puis le marché que cela représente. Pour revenir à votre question, un investissement de type privé, comme le président l'a dit dans son intervention, c'est un investissement, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Si l'investissement n'est pas profitable, le partenaire ne fera pas l'investissement. Si l'investissement ne bénéficie pas aux populations, l'État n'acceptera pas cet investissement. Donc, il y a eu une étude de faisabilité bancaire qui a démontré la profitabilité du projet et qui est même allée plus loin sur les conclusions d'une firme indépendante qui a été recrutée par Rio Tinto, qui a dit que ce projet sera l'un des 5 projets les plus profitables de fer, les plus profitables au monde d'ici quelques années, et qu'à l'horizon 2030, ce projet serait le projet de minerai de fer le plus profitable. Donc, le marché est là, les capacités de financement sont là, les capacités techniques aussi sont disponibles. Le projet est profitable. Donc, c'est cela déjà la première garantie, au-delà des questions juridiques. Mais pour en venir aux questions juridiques, nous avons le cadre d'investissement qui est en place. Ce que nous avons fait parce que le président avait demandé, quand le transfert a eu lieu, il avait insisté que nous ne perdions pas de temps pour avancer rapidement sur ce projet. Donc nous avons signé un accord de coopération avec Chinalco pour pouvoir s'entendre sur une feuille de route pour faire avancer le projet. Nous avons déjà mis en place un groupe de travail pour ça. Donc, dès le transfert, nous avons commencé à travailler. Mais c'est un projet complexe, c'est le plus grand projet mine-infrastructure d'Afrique et probablement du monde actuellement. Et en Afrique, aucun projet de cette envergure, de cette complexité n'a encore été réalisé. Donc, il faut que nous ayons conscience de ça et que nous tous, nous fassions ce que nous avons à faire au niveau du gouvernement, mais que tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que nous supportions ce processus-là de bout en bout, parce qu'il y aura encore des défis, il y aura encore des difficultés, mais que nous réunissions toutes les conditions pour pouvoir lever ces difficultés-là aussi rapidement que possible, pour pouvoir garantir une réalisation du projet dans les meilleures conditions. Donc pour l'heure, il n'y a pas de calendrier précis. Pardon? Pour l'heure, il n'y a pas de calendrier précis. Vous savez, nous avons un calendrier qui était convenu dans le cadre d'investissement. Donc il y a un calendrier qui était convenu dans le cadre d'investissement et un calendrier qui a été produit au niveau de l'étude de faisabilité bancable et sur lequel nous sommes en train de travailler aussi. Il ne faut pas qu'on ait le fétichisme des dates. Le plus important dans tous les projets miniers, ça demande du temps, ça demande du travail. Le plus important, c'est que nous soyons sûrs que nous travaillons, sans relâche, pour faire avancer les choses. Parce que le plus important, ce n'est pas quelque chose que nous prenons ici, que nous déposons là. C'est un processus. C'est que ce processus-là nous garantisse l'atteinte de nos objectifs en termes de calendrier, en termes de délai. Nous allons sortir dans les prochaines semaines, dans les tout prochains mois, nous allons travailler sur une feuille de route complète avec Chinalco, mais nous avons déjà des bases en termes de calendrier qui sont claires. Monsieur le ministre, je voudrais quand même relever le fait que ce cabinet, comme vous l'avez dit, avait travaillé avec Rio Tinto. Les prévisions de projets fiables et projets très importants et vraiment donc vendables, bancables et tout, et Rio le savait, mais ça n'a pas empêché Rio de geler. Il savait quand même que le projet allait être très rentable. De tenter de geler. L'horizon.
tenté de geler, monsieur le ministre, ils l'ont gelé. Hein. On a fait quand même quelques années sans développer le projet. Mais ceci dit, monsieur le ministre, on a peur d'autre chose avec les Chinois, c'est le respect de ce que l'on appelle le contenu local. Quand on traite un business avec les Chinois, et si on emploie 1000, on n'est pas surpris de voir 800 Chinois sur le terrain. Et comment vous allez gérer cela? Il faut faire très attention aux caricatures. Hein. Nous avons une expérience relativement réussie avec les Chinois, c'est Caleta. Il y avait des Chinois, mais il y avait beaucoup plus de Guinéens que de Chinois sur Caleta. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il ne faut pas prendre des cas peut-être particuliers qu'on a vus pour généraliser un peu cela. La Chine est un pays, a une tradition millénaire. La Chine sait bien traiter ses amis. Nous avons une amitié historique très forte avec la Chine et nous venons, grâce au cours de la visite du président de la République et grâce à la volonté qu'il a exprimée depuis des années, de sceller un partenariat stratégique avec la Chine. Je pense que la meilleure façon de comprendre l'esprit de travail des Chinois, c'est que peut-être que certains, comme vous-même, se mettent à apprendre un peu de chinois pour avoir une meilleure interaction avec eux, parce que c'est mieux d'essayer de travailler en partenariat avec eux que de diaboliser. Et le plus important, c'est que nous prenions nos responsabilités. Parce qu'en réalité, c'est une négociation. Chacun commence à un certain niveau. Si une proposition nous est faite qui ne va pas dans l'intérêt des populations guinéennes, l'État guinéen, le gouvernement guinéen n'accepteront pas. Il faut que nous aboutissions à des positions raisonnables de part et d'autre. C'est ça le plus important. Monsieur. Allons sur les faits et que nous ne prenions pas de caricature, surtout vis-à-vis de partenaires qui ont été historiquement importants pour la Guinée et qui demeurent historiquement et qui sont stratégiquement importants pour l'avenir de l'économie, du développement de la Guinée et surtout pour l'avenir du secteur minier guinéen. Monsieur le ministre, vous avez réussi quand même à remobiliser notre enthousiasme, notre espoir autour des projets de bauxite. Au niveau du fer, à un moment, ça a commencé à faiblir, mais voilà que par un tour à Pékin, vous avez réussi sur le pas du président, à relancer aussi nos espoirs. Mais Simandou, c'est deux parties. Il y a l'autre versant de Simandou sur lequel nous sommes restés silencieux depuis un bon bout de temps. Est-ce que c'est ce qu'on garde sous la manche quand la situation va encore se compliquer, faire sortir pour faire la différence? Le silence ne veut pas dire inaction. Où nous en sommes? Ce gisement appartient à l'État guinéen. Nous avons engagé un processus de réflexion stratégique dessus et lorsque l'État guinéen prendra une position très claire dans ce sens-là, je pense que tout le monde en sera informé. C'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs, il n'y a pas de partenaires qui s'intéressent à cette partie? J'ai dit que silence ne veut pas dire inaction. Oui, mais à un moment donné, vous devriez, je crois, lancer un appel d'offres pour ce gisement où on en est, ou bien ce n'est plus la solution. Nous avions arrêté le processus d'appel d'offres. Mais tout ce que je peux vous dire, ce qui se fera dans le cadre de ce gisement et dans les autres gisements sera fait conformément à la réglementation en vigueur. Okay. Monsieur le ministre, il y a d'autres minéraux, d'autres ressources, pas des minéraux, d'autres ressources aussi qui nous intéressent. C'est par exemple le pétrole à un moment, c'est aussi l'uranium qui se dégoûte, et je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une étude, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a des perspectives heureuses par rapport à ces minéraux? Je rappelle que lors déjà hier en Conseil de ministres récemment, on nous dit qu'il va y avoir une nouvelle société qui va rentrer en action, Trika, Managem. Donc c'est déjà bien et que la SAG aussi va passer à l'extension. Hein. Et sur ces autres minéraux? Nous avons des indices de beaucoup de minéraux. Nous avons des connaissances relativement d'un niveau relativement bon sur la bauxite, sur le fer à cause des recherches qu'il y a eu, sur
un peu sur l'or, mais pas assez pour que nous fassions une promotion suffisamment agressive, et encore moins sur les autres minerais. Ce que nous avons engagé, c'est de pouvoir finir ce processus-là pour la recherche géologique à un 100 millième. Donc nous travaillons sur ce processus et très bientôt, j'espère, il y aura des nouvelles dans ce sens. Mais il faut que nous relevions le défi d'amélioration de notre connaissance géologique. Parce qu'aller vers un investisseur, la meilleure solution, c'est de pouvoir lui dire où se trouve le minerai, avec quelle quantité, avec quelle qualité. Et là, directement, l'intérêt peut se créer. Mais dire simplement, oui, c'est dans cette zone, et sans pouvoir être suffisamment précis, mais c'est cette précision que nous recherchons en allant vers la disponibilité de données géologiques, de données géophysiques à un 100 millième, mais en essayant aussi de faire avancer un projet de recherche en géochimie pour pouvoir avoir la qualité, justement dans les zones où nous pouvons trouver des minerais qui nous permettraient de diversifier notre production. Parce que la diversification de la production est la meilleure façon pour nous d'améliorer la résilience du secteur aux chocs internationaux. Parce que si le fer ne se porte pas bien, que la bauxite se porte bien, ça veut dire qu'il y aura quand même toujours de l'investissement dans la bauxite ou dans l'or ou dans l'uranium ou dans d'autres minéraux. Comme deuxième priorité à votre prise de fonction, vous êtes engagé à améliorer vraiment la transparence et l'efficacité dans la gestion technique et administrative. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu un guichet unique minier qui a été mis en place, mais on a très peu d'informations sur son fonctionnement et son rendement. Nous avons essayé de nous intéresser à ce guichet unique minier avec notre reporter Mamadou Alpha Baldé qui est avec nous sur ce plateau. On vous invite à suivre ce reportage. Longtemps sollicité, le guichet unique est enfin opérationnel dans le secteur minier. À partir de cette direction, les demandes de permis miniers sont traitées dans la célérité. Cette amélioration stimule l'attractivité du secteur extractif guinéen. Les contours administratifs sont ainsi redressés. Il nous est arrivé de constater qu'un permis qui devait être délivré en une semaine pouvait prendre 2-3 mois. Donc ce constat ayant été fait, remonté à M. le Président de la République, il a pris la décision de mettre en place ce comité qui a pour instance le secrétariat permanent. Donc ici, les sociétés formulent les demandes pour les permis et autorisations, par exemple pour ouvrir une route, pour défricher un domaine, pour construire un bâtiment. Les demandes sont déposées, une copie est déposée ici, et nous avons des gestionnaires de dossiers qui ont été recrutés par la Banque mondiale, qui travaillent en relation avec les départements ministériels pour le suivi dans ces différents départements de traitement jusqu'à la délivrance des permis. Un projet minier, comme je l'ai dit, qui a besoin d'un permis de construire un port, n'aura plus assez de tracasseries en passant par le guichet unique. Donc du coup, il améliore son développement et le pays gagne en efficience dans le classement Doing Business. Riche dans son sous-sol, la Guinée attire des sociétés minières venant du monde entier. À l'image de Guinea Alumina Corporation, les multinationales en phase d'installation trouvent ce nouveau cadre réglementaire efficient. Depuis que le guichet unique a été mis en place, franchement, on sent une nette amélioration parce que avant, si vous soumettiez une demande, elle pouvait faire 2, 3 ou 4 mois sans que vous n'ayez un feedback, encore moins une autorisation. Aujourd'hui, vous pouvez espérer pour certaines autorisations même obtenir un feedback et un permis pratiquement en 2 semaines ou maximum un mois. Donc je dirais que ça a été une bonne chose, surtout pour nous, parce que nous sommes vraiment pressés de réaliser notre projet. Avec son guichet unique, la Guinée entend créer les meilleures conditions d'accueil aux investisseurs miniers. Le pays compte énormément sur ses richesses minières pour amorcer son décollage économique.
Monsieur le ministre, retour sur ce plateau. Vous avez compris, tous les Guinéens misent sur les mines. On espère qu'ils vont cesser d'être de plus en plus grises pour prendre vraiment l'éclat qu'il faut. Monsieur le ministre, le guichet unique, est-ce une garantie pour rassurer les investisseurs? Oui, le guichet unique, c'est un modèle qui a réussi ailleurs et donc que nous avons mis en place ici. Parce que ce qu'il faut retenir, les grands projets nécessitent des centaines, voire des milliers de permis. Si sur chaque permis, chaque journée perdue sur un permis ou une autorisation peut coûter des milliers de dollars sur les projets. Donc à la fin, si nous n'améliorons pas le processus de délivrance de ces permis, les projets ne se réaliseront pas à temps. Et deuxièmement, les projets vont coûter beaucoup plus cher. Et lorsque l'investisseur, dès le départ, pressent que les procédures ne lui permettent pas d'obtenir les permis suffisamment rapidement et que le projet va connaître un retard et que donc ce projet-là va coûter beaucoup plus cher, il n'est pas tenté d'investir. Donc c'est en cela que ce guichet améliore le cadre d'investissement, donne plus de confiance aux investisseurs pour venir mettre leur argent parce que ça leur réduit les risques de retard sur leur projet et les risques de surcoût sur leur projet. Peut-être aussi que ça sécurise aussi les recettes publiques. Non, en fait, ce qui a été fait à travers ce guichet unique, pour le moment, il n'y a pas eu de changement de procédure en réalité. Okay. C'est l'amélioration du circuit qui a été fait. Par contre, nous voulons aller plus loin. Parce que avec l'appui de la Banque mondiale, il y a une étude qui a été engagée pour auditer en quelque sorte le processus de toutes les demandes de permis et autorisations pour pouvoir faire des propositions au gouvernement pour l'optimisation, l'amélioration de tout le système. Est-ce qu'il y a des sortes de duplications entre certains permis? Est-ce que le circuit de certains permis doit être revu? Mais cela nécessite une étude profonde. Il y a un cabinet qui a été recruté par la Banque mondiale pour réaliser cela. Mais vous voyez, simplement en jouant sur le circuit, à quel point les choses peuvent déjà être améliorées. Mais notre objectif, c'est d'évaluer les performances de ce guichet unique au fil des mois et de nous assurer que nous continuons à améliorer les délais de délivrance et les conditions de délivrance des permis au fil des années pour que ça ait un impact fondamental sur le secteur minier qui reçoit des investissements les plus importants. Et à partir du moment où nous réussissons cela, ça va déteindre bien sûr sur l'investissement d'une manière générale en Guinée. Monsieur le ministre, on a vu le guichet unique. En fait, vous facilitez beaucoup la tâche aux investisseurs, ce qui n'est pas mal parce qu'il faut qu'ils investissent pour connaître l'emploi et ainsi de suite, ça c'est beau. Mais il y a un endroit où on est presque moins regardant, c'est le côté environnement. On exploite énormément, comme on a dit, il y a beaucoup de sociétés qui s'installent, mais peu respectent l'environnement, monsieur le ministre, les sociétés minières. Pourtant, le code minier est intransigeant, il est très dur en la matière. Vous devez pratiquement déposer votre étude de faisabilité et étude de plan de gestion environnementale et d'impact environnemental et social avant même de commencer l'exploitation. Ce n'est pas le cas partout. Pourquoi, monsieur le ministre? Qu'est-ce que vous faites pour... Et ce qu'il faut retenir, il y a des sociétés qui ont des standards qui respectent tous les éléments concernant les études environnementales et sociales. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais là où je pense que vous avez raison, c'est d'une manière générale, nous avons plus d'efforts à fournir pour améliorer surtout le suivi. J'insiste sur le suivi parce qu'en réalité, comme vous l'avez si bien dit, le code est très clair sur cela. Les sociétés font des études d'impact environnemental et social et à cela est adossé un plan de gestion environnementale et sociale. Et ce plan, le suivi de ce plan en particulier, est là où nous devons faire plus d'efforts pour pouvoir améliorer les choses.
Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous continuons à nous doter de plus de capacités et nous collaborons plus étroitement encore avec le ministère en charge de l'environnement pour qu'ensemble nous puissions aller vers cela, que nous puissions effectivement évaluer de façon systématique la mise en œuvre des plans de gestion de l'impact environnemental et social, mais aussi pouvoir faire un suivi plus tard. Justement, c'est vrai, par exemple, Rio Tinto, ils ont des standards, mais aujourd'hui, avec Chinalco, quand vous prenez le projet Simfer, nous le savons, par exemple, les Monemba, le Simandou, il y a des espèces endémiques parfois dans ces zones-là. Il y a les crapauds géants, il y a les chimpanzés de Bossoula. Et qu'est-ce qui est fait pour protéger ce patrimoine biologique aussi, après 50 ans d'exploitation minière, par exemple? Quelles sont vos relations concrètes avec le ministère de l'Environnement dans ce sens? Non, c'est ce que je vous expliquais. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, je discutais encore avec la ministre de l'Environnement dans le cadre de la préparation d'une mission du ministère de l'Environnement sur le terrain. Nous travaillons étroitement avec le Bureau guinéen des évaluations environnementales et sociales au niveau du ministère de l'Environnement. Vous avez pris le cas particulier du Simandou. Rien que pour pouvoir protéger certaines espèces là-bas, il y a eu un surcoût de plus de 100 millions de dollars sur le projet, juste pour pouvoir protéger certaines espèces là-bas. Donc il y a des standards qui sont respectés quand même dans certains projets. Ça, il faut le reconnaître. Oui, par d'autres quand même, on se pose toujours des questions. Le cas de la SMB, ça, tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes tous heureux que ce projet commencer ses exploitations. Peut-être même c'est ce projet qui stimule les autres aussi à bouger. Mais on se pose des questions. D'ici, le gouvernement a eu un moment à fermer les yeux sur ça. Est-ce qu'il ne sera pas dans la même situation avec d'autres? Je veux aussi, sur ce point-là, il faut qu'on évite la caricature, la stigmatisation. Et dans toutes les sociétés, ce n'est pas parfait. Ce n'est parfait nulle part. Donc, il y a toujours des choses à améliorer. Nous, notre responsabilité, c'est ce que nous devons observer. Nous assurer, que les études sont faites correctement, que les plans de gestion environnementale et sociale là, existent, mais aussi et surtout que nous puissions faire un suivi après que ces plans-là aient été adoptés. Et c'est ce pourquoi nous continuons à renforcer nos capacités, nous continuons à collaborer plus étroitement avec le ministère de l'Environnement pour pouvoir réussir cela, parce que nous savons que les mines par nature sont agressives sur l'environnement. Donc ces mesures-là, nous avons conscience de l'importance de ces mesures-là pour que les populations continuent à avoir un cadre de vie normal en tenant compte des questions environnementales. Justement, parlant de suivi, par exemple, on sait qu'il y a une forte emprise aujourd'hui des sociétés minières sur la ville de Boké. Il y a une contournante qui est prévue, une contournante de 17 kg, mais aujourd'hui le projet patine, ça ne marche pas. Aucune société ne s'engage vraiment à financer le projet de contournante. Où vous en êtes? Qu'est-ce que le ministère fait dans ce sens, parlant de plan d'adaptation ou d'impact social? Oui, bon, le projet ne patine pas. Je dois le dire parce qu'il a été prévu depuis, je pense, 2008. La contournante était prévue en ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'évolutions entre-temps dans la région, au niveau des projets, même des partenaires qui investissent dans les différents projets. Ces évolutions-là ont fait que certains projets aussi ont retardé. Donc, il n'y a pas eu d'engagement clair et d'évolution certaine sur ce projet-là. Mais ce que nous avons dit, c'est que comme les projets ont démarré, nous entrevoyons le démarrage des projets dans la région, nous avons dit, OK, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et mettre à jour, faire mettre à jour l'étude technique sur ce projet et chercher le financement. Et pas plus tard que cette semaine d'ailleurs, nous avons, au moment où je vous parle, une équipe qui est sur le terrain pour mettre à jour cette étude-là. Et lorsque nous aurons l'étude, nous allons maintenant chercher le financement. Il y a plusieurs options que nous sommes en train d'étudier. L'une des options, c'est que
cela soit financé par les sociétés minières. Une autre option serait de mettre un péage dessus, parce qu'avec une utilisation intensive, nous pouvons, ça peut être fait en BOT aussi. Donc toutes ces options-là sont sur la table, mais le point de départ, c'est la mise à jour de l'étude, et c'est sur cela que nous sommes. Monsieur le ministre, on va peut-être rester dans cette région, on va parler un peu de CBG, la grosse entreprise. Bientôt, vous allez nommer le directeur général de la CBG, non? Parce que celui qui est en place, son mandat arrive à échéance et il y a beaucoup d'intrigues autour de cela, monsieur le ministre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe à votre niveau? Bon, déjà, la façon dont cela fonctionne, c'est qu'il y a un contrat qui est signé entre le directeur général et la compagnie. Et le contrat, bien sûr, a un début et une fin. Et lorsque les contrats arrivent, approchent de leur échéance, la société recrute au niveau international un cabinet spécialisé dans ce type de recrutement, des cabinets souvent reconnus comme chasseurs de tête et autres. Et le cabinet fait le processus et présélectionne des candidats qu'il propose à l'équipe de la société au niveau un contrat. On a signé un contrat, le gouvernement et les partenaires ont signé un contrat d'assistance de gestion. Donc, les candidatures sont soumises à ceux qui tiennent ce contrat d'assistance de gestion. Le conseil d'administration? Non, pas le conseil d'administration pour le moment. Qui font des évaluations techniques, des interviews, et ils font un deuxième tri à la suite du tri du cabinet. Et quand ce deuxième tri est fait, les candidats présélectionnés sont proposés au conseil d'administration, ça veut dire à la partie guinéenne et à la partie ALCO. Et il y a des entretiens qui sont effectués à ce niveau-là aussi pour que sur les candidats qui ont été présélectionnés à ce niveau, que les deux parties s'entendent sur quel est le candidat qu'elles pensent être le meilleur. Mais ça, c'est un processus normal de fonctionnement d'une société privée. Les sociétés privées fonctionnent comme cela. Nous avons vu récemment qu'il y a eu des changements à la tête de certaines sociétés multinationales. C'est comme cela que ça se passe. Il y a des contrats qui sont signés et quand les contrats arrivent à leur terme, il y a un processus compétitif qui est engagé pour pouvoir procéder au recrutement du remplaçant. Certains veulent que le directeur soit recruté à l'interne. Écoutez, au sein de l'entreprise. Moi, je n'ai pas suivi, parce que comme je vous ai dit, cela a été confié à un cabinet indépendant. Moi, je n'ai pas suivi le début du processus et je ne sais pas s'il y avait des candidatures internes dans ce processus-là. Mais je suppose qu'un cabinet international va faire les recherches et prendre les meilleurs candidats possibles. Parce que ce que je vous dis... Un candidat guinéen? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La guinéanisation, par contre, ça c'est une condition très claire que pour la suite. Mais le cabinet est censé faire son travail de façon indépendante et sur une base compétitive et sélectionner, proposer les candidats, après une due diligence, proposer les candidats qu'il estime être les meilleurs pour la position. Et donc, tout ce processus se mène ainsi. Dans certaines sociétés, ça finit par être une candidature interne. Dans d'autres sociétés, ça finit par être une candidature externe. Okay. Mais tout cela se mène sont pratiquement pris sur une base compétitive. On aurait vraiment préféré que vous soyez très bref dans ces deux questions que nous allons vous poser. La première question, c'est par rapport à certaines sociétés en difficulté. Le projet de Kinyiro, la SMD et certainement d'autres projets. Est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui pour que ces sociétés-là reprennent, tiennent, pour qu'il y ait de la création d'emplois? La réponse la plus courte est oui. Oui, il y a un plan. Nous travaillons pratiquement au quotidien sur tous ces dossiers. Mais par principe, comme cela a été clairement
je veux dire, les directives reçues au niveau de tout le gouvernement. Nous préférons parler de résultats que de parler de promesses ou quelque chose comme ça. Chaque fois qu'il y a un résultat, nous présenterons le résultat. S'il y a besoin d'expliquer des progrès importants, nous le ferons. Mais nous travaillons discrètement sur tous ces dossiers et dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous aurez très certainement des nouvelles sur chacun de ces projets. Nous sommes en fin d'année et le gouvernement récemment a tenu un conseil des ministres où il a invité tous les ministres à préparer un rapport d'activité à présenter avant le 15 janvier. Dans votre rapport, qu'est-ce que vous allez considérer comme facteur menace pour vraiment la relance économique à partir du secteur minier? Ce que je peux... Je ne parlerai pas de menaces. Nous avons besoin de la première condition pour le développement du secteur minier à travers les investissements étrangers, c'est la paix, la sécurité, la stabilité. Ça commence par cela. Donc tous les efforts que nous fournissons dans le secteur, je pense qu'il est fondamental que nous puissions avancer dans les prochaines années et la dynamique qui est en cours est très encourageante dans ce sens-là, que nous travaillons en paix, en sécurité, en toute stabilité. Mais cela requiert aussi, comme vous avez dû le voir au cours de la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, cela requiert aussi l'effort de chacun des citoyens. Parce que le simple fait qu'une vitre du véhicule d'un expatrié qui travaille dans une société minière soit cassé peut se retrouver dans toutes les places boursières au monde. Ce simple petit acte-là. Donc chaque fois qu'il y a des difficultés, engageons le dialogue, que ce soit au niveau des sociétés ou entre les sociétés et les communautés. Il faut engager le dialogue, utiliser les voies de recours administratifs ou de recours judiciaire qui existent. Nos lois sont au moins relativement bien établies dans ce sens-là. Donc, nous utilisions les voies légales pour pouvoir résoudre les problèmes, si nous n'arrivons pas à les résoudre par le dialogue. Mais les questions, la violence n'est une voie de résolution de problèmes dans aucune loi en Guinée. Donc, il est fondamental que nous puissions avoir cela à l'esprit, que ce qui se fait dans le secteur minier est conditionné par tout l'environnement qui entoure le secteur. Il y a Vous savez que à la clôture justement de cette semaine-là, le gouvernement, le chef de l'État avait dit souvent l'exemple vient d'en haut. Souvent le mauvais exemple donné par certains cas décideurs en termes de gouvernance font que les populations sont irritées. C'est pour cela que je dis que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, le journaliste qui doit baser ses affirmations sur des faits, le responsable, le responsable de l'administration qui doit travailler en toute transparence, en toute équité par rapport à ses collaborateurs et dans un esprit de patriotisme. Et cela est valable à tous les quel que ce soit le cireur de chaussures, le mototaxi, le conducteur de mototaxi ou le vendeur dans le marché. Les actes que nous posons, chacun d'entre nous, chaque jour, ensemble, c'est cela qui détermine notre voie pour le développement, c'est cela qui détermine notre dynamique pour le développement, c'est cela qui détermine l'intérêt, le respect que les investisseurs étrangers ont pour la Guinée, et c'est cela qui détermine aussi la réussite dans le secteur minier et ailleurs. Monsieur le ministre, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Toute notre équipe éditoriale et technique se joint à moi pour vous dire merci. Je vous remercie. Merci à vous qui avez suivi ce numéro de Guinée Actu. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel acteur. Merci. Alutolo malonga kumalamba deno, obende barade. Alutolo
malonga kumanda bagen mo bete barake bamere mo barani molu bara mo bete barake bete mere mo barani molu bara mo bete barake mi makoratiye mama